Il y a ceux qui se rappellent et il y a ceux qui ne veulent pas oublier. Au cœur du petit village d'Ébène, dans la vallée du Gers, Nicole et Freddy Claus sont les conservateurs du passé de leur région. Ils ont depuis 1960 recueilli un nombre considérable d'objets, de ce qui restait notamment de la Seconde Guerre mondiale, mais de bien plus longtemps encore. Ils ont passé une vie à préserver ce passé et à reconstituer des scènes vivantes de la vie de nos anciens. C'est ainsi que leur ferme est devenue le musée d'Ébène. Ce dernier se veut un musée vivant. Pas question de vitrine ou d'étalage, chaque objet a sa place, reconstituant même des scènes et des habitats à l'identique. C'est ce musée que nous vous présentons dans ce documentaire. Chaque épisode sera raconté par Freddy et Nicole et vous permettra de découvrir les différentes pièces du musée et leur histoire. Bienvenue au musée d'Ébène. C'est bien de commencer la visite par une maison de 1801. Tu t'appelles comment? Brigitte. Brigitte. Eh bien, sois la bienvenue. Merci. Près de l'âtre. Et c'est la vie comme il y a 200, 300 ans, même 400 ans, des choses n'ont pas beaucoup changé. Petite maison paysanne de la vallée du Gers, toute simple, habitée par des gens, on ne va pas dire pauvres, on va dire des gens humbles. Ils ne sont pas riches, mais ils mangent à leur faim. Une pièce unique qui va servir de cuisine, de salle à manger, qui va servir de salle de bain. La chambre à coucher, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Elle est derrière moi. Un petit réduit. Donc, qui va profiter un peu de la chaleur de la cuisine. Il y a la porte en bois derrière moi. Des choses simples, très peu de meubles. Le coffre traditionnel où on va mettre les vêtements. L'armoire, comme on dit vulgairement, l'armoire dans le mur. Ça coûte moins cher, il n'y a qu'une façade. Et là, on va donc conserver une partie des aliments. C'est très bien d'ailleurs. Parce que dans une armoire dont l'intérieur c'est le mur, même en été, les denrées se conservent bien au frais, comme le beurre par exemple. La pièce, disons, l'objet principal de la pièce, c'est l'âtre. C'est là que tout se passe. C'est là que l'on va se chauffer d'abord, que l'on va cuire les aliments, que l'on va chauffer l'eau, qu'on aura été chercher à la pompe ou au puits. Est-ce que j'ai besoin de dire qu'ici, il n'y a pas de robinet? D'ailleurs, dans cette maison, qui fait donc partie du musée depuis une bonne vingtaine d'années, dans cette maison, il n'y a jamais eu de robinet d'origine. Le vieux monsieur qui habitait ici n'avait pas cette commodité. Il avait juste remplacé l'âtre par une cuisinière à charbon. Autrement, la maison n'a pas changé. Comme coin de rangement, ça ne coûte pas cher, nous avons des étagères. On a une au-dessus de la porte qui donne dans la grange et une au-dessus de la fenêtre. On y range quelques petites choses, notamment, je vois un petit pétrin et les formes en paille de seigle pour faire lever le pain. C'est une époque où il n'y avait pas de boulanger.
Ces gens modestes avaient quand même un jardin, heureusement. Ils avaient un petit verger. Tout ça, c'était le produit de la famille, les pères, les grands-pères, les arrières. On a toujours gardé les biens, si peu que l'on avait. Ils avaient un cochon, certains avaient une vache, c'était déjà bien, ou même un mouton. C'était la vie comme il y a longtemps. Et cette vie n'a pas changé pendant des siècles. Au Moyen-Âge, c'était la même chose. On avait un sol en terre battue. En hiver, on y mettait encore bien peu de paille à terre. Ça formait une espèce de tapis. Ici, c'est une espèce de béton à base de chaux et d'argile. C'est encore très traditionnel. Voilà donc la vie dans cette maison. On pourrait se poser la question, pourquoi le musée à Eben? Eh bien, la réponse est simple. En tout cas, c'est un élément de réponse. Le 10 mai 40, tout le monde connaît cette date, c'est la déclaration de guerre. Les Allemands envahissent la Belgique et la Belgique est envahie par ce coin, qui est un coin stratégique. Parce qu'entre l'Allemagne et la mer du Nord, on passe par ici. Et la mer du Nord, qu'est-ce que c'est? C'est Anvers. C'est le port d'Anvers. Donc, pour atteindre le port d'Anvers, il faut passer par la région de la basse vallée du Gers. Franchir le canal Albert, d'abord franchir la Meuse et puis le canal Albert. C'est un point stratégique. Tellement stratégique que dans les années 30, les instances militaires ont vu qu'il était grand temps d'ajouter un fort qui forme la ceinture de Liège. Il manquait quelque chose ici, et on a donc construit le fort d'Eben-et-Mal. Alors, pour arriver du côté d'Anvers et pour envahir la Belgique, et puis de la Belgique arriver en France, mais je ne vais pas raconter la guerre 40, il fallait prendre ce fort d'Eben-et-Mal. Prendre le fort et puis tout ce qui est autour, ça veut dire les villages d'Eben, les villages d'Emal, où des soldats belges étaient en semi-congé. Il y avait une garnison au fort, mais une autre garnison était dans les villages. Il y avait bien un campement militaire à Wonk, mais à Eben, les militaires logeaient dans les fermes. Est-ce que les Allemands étaient au courant? Je n'en sais rien. En tout cas, le village d'Eben et d'Emal, ces deux villages ont été bombardés. Donc, grande destruction, presque totale. Ce qui n'a pas été détruit en 40 l'a été en 44, avec les V1, les V2. Wonk a souffert. Et Bassinge a souffert. Nous avons des photos. Donc, grande destruction. Le patrimoine mobilier, le patrimoine immobilier, qu'est-ce qui reste? Et on s'est mis au travail en 1960-61. Nous avons visité les maisons pour dresser un inventaire des objets qu'on avait pu conserver. Et ce fut facile, parce qu'à cette époque-là, encore, nous étions à peu près tous cousins. Donc, les portes se sont ouvertes facilement. Et spontanément, les gens nous ont dit « Oh oui, il reste une chose ou l'autre, oh, on n'en fait plus rien ».
Tiens, par exemple, cette grande bassine en laiton, elle était dans le jardin. On mettait des fleurs dedans. Bon, on veut plus ça. Ah, on vous le donne. Et nous avons donc comme ça récolté pendant des années ce que les gens ont bien voulu nous apporter. Nous avons fait une place aussi très grande à l'artisanat de la région, qui était la confection des tresses de paille et des chapeaux de paille, dont on a un petit échantillon dans le coin de cette pièce. On a le moulin à paille, on a le toseux qui permet de mesurer la tresse. On avait ce matériel dans chaque maison, même les plus pauvres, parce que confectionner une tresse de paille, c'était un apport pécunier minime, mais c'était toujours ça. Ça pouvait arrondir des fins de mois difficiles. Donc le musée d'Ébène s'est attaché à tout cela. Et puis à beaucoup d'autres choses que nous verrons au cours du temps, si on prend le temps. Parce que visiter le musée d'Ébène, c'est difficile de le visiter en une demi-heure. Et puis il faut regarder partout, dans les coins sombres, où les objets sont là, à leur place. Ils ne sont pas mis spécialement en valeur. Les objets sont là où ils doivent être. Et ce qui crée une ambiance un peu spéciale. Car dans ce musée, j'aime bien le dire, il n'y a pratiquement pas de vitrine. Si on voit un quinquet, donc une lampe à pétrole ou une lampe à huile, elle est là où elle doit être, à portée de main, prête à être utilisée. Voilà donc la philosophie du musée d'Ébène. C'est pour cela que nous ne pouvons pas recevoir 40 visiteurs arrivant en autocar. Non, c'est des petits groupes, des familles. Plus de 14 personnes, nous n'acceptons pas. C'est un inconvénient et c'est un avantage pour ceux qui, pour les heureux élus, qui ont donc le plaisir, qui auront le plaisir de visiter le musée. Il y a aussi une question d'accueil. Voilà, le musée d'Ébène et cette maison toute simple de 1800.